Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Louis Riguervé, pour ceux qui ont suivi dès le début, cette vidéo est la deuxième d'une longue série où j'ai décidé de témoigner de mon expérience de secouriste bénévole à la Croix-Rouge. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé d'aborder un sujet un petit peu grave. Euh, alors vous m'excuserez si vous vouliez d'abord du fun, on verra le fun un peu plus tard. Une vidéo un peu grave sur un sujet qui peut tous nous toucher, qui s'appelle le stress post-traumatique. Moi, personnellement, j'ai été touché par ça, suite à une intervention très difficile que j'ai faite, et qui peut tous, enfin, vraiment tous, personne n'est à l'abri de ça, et ça peut nous pourrir la vie, clairement. C'est des interventions qui peuvent, c'est le stress post-traumatique peut toucher n'importe qui, et derrière détruire des vies, détruire des familles entières. Tout a commencé le 22 juin 2013 dernier. Euh, donc à l'époque, j'étais secouriste depuis un bon paquet d'années. Je prenais beaucoup de garde. J'avais une année un petit peu compliquée. Euh, En 2013, enfin, je m'étais séparé fin 2012 d'une longue relation amoureuse. C'était un petit peu douloureux. Et je m'étais un petit peu réfugié dans la Croix-Rouge, où j'y avais trouvé de la joie, où je m'amusais finalement. Donc je prenais entre une et trois gardes par semaine, ce qui est énorme. Il faut savoir qu'à l'époque, je travaillais en CDI et je sortais le soir du boulot à 17h, 18h, j'enchaînais sur une garde de plusieurs heures et je réattaquais le boulot le lendemain. Et ça, je l'ai fait pendant 6 mois avec, voilà, bon, j'avais la niaque, hein, mais je l'ai fait, j'enchaînais le week-end, les soirées, bref, ça a été une année assez intense, assez riche. Et j'ai vu beaucoup de choses durant cette année 2013. Ça a été un peu l'année noire pour moi, parce que tous les 15 jours, grosso modo, je faisais un mort. Donc j'ai vu, je vous raconterai des interventions que j'ai faites à ce moment-là. Il y a eu tout, il y a eu des morts. Bon, vous savez, il y a des morts, des fois on fait des arrêts cardiaques en maison de retraite. Bah, une personne qui a 90 ans, c'est toujours moins douloureux de voir cette personne partir que quand c'est une personne qui est jeune. Donc je vais revenir au début, enfin je vais revenir à mon sujet initial, le stress post-traum. Tout a commencé du coup le samedi 22 juin 2013, il faisait beau. J'allais prendre une garde, donc c'était une garde à Suresnes, pour ceux qui connaissent la ville. Et à ce moment-là, je me souviens que j'allais chercher le camion, l'ambulance au parking. On a armé le camion avec l'équipe. Il nous manquait le chef d'intervention. Moi, j'étais le chauffeur, le conducteur d'urgence. Et pendant qu'on roulait, il fallait qu'on aille chercher notre chauffeur, qui était notre chef, pardon, qui était dans une commune voisine. La régulation m'appelle par radio, nous appellent, nous disent roulez en urgence, faites votre relève rapidement. Donc rouler en urgence, ça veut dire concrètement allumer gyrophare, sirène et aller chercher votre chef comme ça. Donc il faut savoir que ce genre de situation est assez rare, que la régulation nous appelle directement alors qu'on n'est pas complètement opérationnel, que l'équipe n'est pas complète. C'est souvent qu'il y a une urgence derrière. C'est que soit il y a beaucoup d'appels en régulation et qu'ils ont du mal à faire face à tous les appels, donc ils veulent rapidement un véhicule opérationnel, soit il y a une grosse intervention qui vient de tomber, soit, enfin bref, voilà. C'est souvent qu'il y a une notion d'urgence derrière quand ils font ça. Donc nous voilà partis. Euh, donc on débarque gyrodotton devant le chef d'intervention qui nous attendait. J'avais demandé à ce qu'on le prévienne, hein, donc pendant que je roulais pleine bourre, il y avait mes deux équipiers qui le prévenaient par téléphone en disant on arrive, on ne sait pas ce qui se passe. Et au moment où il est monté dans l'ambulance, il était déjà au téléphone avec la régulation pour savoir ce qui se passait. Et je le vois attraper un bout de papier et dire d'accord, il commence à noter 5 noyés. Moi, je me dis tout de suite, j'avais le GPS à côté, prêt à noter, à me dire 5, bon, ça doit être aller des noyés. Et là, je l'entends dire des enfants. Et là, d'un seul coup, je me fige en disant bon sang, c'est quoi ce truc? Et là, il dit Saint-Ouen-l'Aumône. Ok, d'accord. Alors, il faut savoir qu'on était à ce moment-là dans le secteur de Garches. Euh, et donc, il fallait qu'on parte concrètement. La régulation venait de nous appeler pour nous envoyer sur 5 enfants qui étaient tombés dans un étang, donc 5 noyés, 5 enfants noyés sur la même intervention à Saint-Ouen-l'Aumône. Alors, il faut savoir que Garches-Saint-Ouen-l'Aumône, pour ceux qui connaissent, ça fait plus de 40 km. Donc c'était loin. Je vous ai dit, ce genre d'intervention, c'est hyper rare qu'on sorte du département. Moi, j'étais à la Croix-Rouge du 92, et c'est rare qu'on sorte du 92. Donc là, voilà, on est sorti, voilà, on est sorti du département, donc on a roulé pleine bourre, hein, vraiment pleine bourre, pleine bourre, pleine bourre. Hein, je tapais des pics, j'étais à 120, 130 en ville, donc voilà, c'était hyper dangereux. Et je me souviens qu'on était tous très très tendus dans l'ambulance à ce moment-là. On savait qu'on partait sur un motif grave, on savait pas ce qui se passait là-bas, on savait pas pourquoi.
Pourquoi on nous avait appelés nous, surtout, finalement, puisqu'il y a dans le 95, il y avait des pompiers. Et en fait, on était venus en renfort. Donc on est arrivé sur place, et en fait, ça a été une intervention dramatique. Il y avait 5 enfants qui jouaient autour d'un étang, euh, sur la commune de Saint-Ouen-l'Aumône, donc des enfants qui jouaient sans surveillance. Et de ce qu'on sait, il y a un enfant qui serait tombé à l'eau. Euh, on n'a pas les circonstances exactes, hein, il n'y avait pas d'adultes. Et les autres enfants, en voulant le secourir, sont tombés à l'eau à leur tour. Sur les 5 qui sont tombés, il n'y en a que 4, il n'y en a qu'un seul, pardon, qui a pu être sauvé, qui a pu être remonté sain et sauf. Tous les autres sont morts noyés, enfin, étaient en arrêt cardiaque à notre arrivée. Donc, moi, je me souviens qu'on est arrivé sur place, donc il y avait des pompiers déjà sur place, il y avait le SAMU 95 qui était sur place, il y avait, donc nous, la Croix-Rouge, on était le deuxième véhicule Croix-Rouge sur les lieux, puisqu'il y avait un véhicule de 95 qui était là aussi, et bah, des pompiers en train de masser des petits corps d'enfants, des pompiers dans l'eau en train de s'affairer pour retrouver les autres corps d'enfants, voilà, qui gisaient dans cette espèce d'étang, cette espèce de mare. Donc ça a été vraiment, à ce moment-là, ça a été très dur. Moi, je me souviens que je me suis dit, bordel, qu'est-ce que je fous là? Enfin, je serrais les dents, c'était vraiment, vraiment dur. Et pourtant, je me suis dit, bon, t'as choisi d'être là, t'as choisi de t'engager, tu vas aller jusqu'au bout de ta mission, quoi. Et sur cette intervention, on nous a confié quelque chose de très difficile. Pendant que le SAMU, les pompiers s'occupaient de masser les enfants, nous, on nous a confié une des mamans. Donc il faut savoir que sur les 4 enfants qui sont morts noyés, il y avait 3 mamans. Donc il y a une maman, elle a perdu 2 enfants. Ces enfants, ils avaient entre 3 et 8, 9 ans à peu près. Donc vraiment quelque chose de particulier, de difficile. Et on a eu cette maman, je me souviens, à l'arrière de l'ambulance, qu'on a tenté de réchauffer, qu'on a tenté de réconforter, mais c'était très très dur, parce que pendant qu'on la réconfortait, notre ambulance était garée juste devant le SAMU qui avait les portes ouvertes, et on voyait son fils en train de se faire masser. Alors des fois, le cœur, il repartait plus, il repartait. Voilà, il s'arrêtait, il repartait, et on savait très bien que c'était grave. Et la maman pleurait, 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 et je me souviens que moi, j'étais à côté d'elle, j'essayais de lui tenir la main. Enfin, à ce moment-là, je peux vous dire que quand on est secouriste, s'occuper des gens, s'occuper ce qu'on appelle le soutien psychologique, s'occuper des proches, c'est hyper, hyper, hyper violent. Ça a duré, c'est une intervention qui a duré, voilà, je sais pas combien de temps, ça a été hyper dur, hyper long. Il y a des enfants qui ont été transmis, admis dans les différents hôpitaux d'Île-de-France en hélicoptère, en SMUR, enfin bref, avec des escortes motorisées pour aller vite. Et nous, je sais qu'on a emmené la maman voir son fils après qui avait été transporté à l'hôpital Necker, Necker Enfant Malade, bah voilà, pour qu'elle soit prise en charge elle-même. On savait très très bien que son enfant avait été pris, euh, avait été, comment dire, était dans un état grave, puisqu'au moment où il était parti, le SAMU était encore en train de masser à bord du véhicule. Donc quand le SAMU transporte quelqu'un et qu'ils sont en train de masser, généralement ça pue. Voilà, ça sent pas bon du tout. Et on savait que que l'enfant allait sans doute décéder, enfin, serait déclaré décédé dans les heures qui allaient suivre. Ben voilà, donc c'était une intervention extrêmement violente pour moi à vivre. Voilà, la mort de ces 5 enfants. Je ne sais pas si elle l'a été pour d'autres secouristes, d'autres pompiers qui étaient sur place. Moi, j'ai revu personne après ça, à part mon équipe. Et je me souviens qu'après ça, on s'est tous retrouvés entre secouristes, on parlait plus. Enfin, c'était hyper violent. C'était très très dur. Que vous dire après? Donc, on a transporté cette maman à l'hôpital Necker. Je me souviens que l'hôpital Necker, ils n'étaient pas au courant à l'accueil, donc on a débarqué, on n'en pouvait plus, on était épuisés de cette intervention. On avait passé peut-être 4 heures sur place. Donc, vous voyez, 4 heures sous stress. Et il a fallu encore patienter une bonne heure et demie, avant qu'un médecin daigne bien vouloir prendre en charge la maman. Donc on est resté à côté d'elle pendant que la maman était en train de pleurer, parfois elle se roulait par terre. Euh, il faut savoir que cette maman avait également un petit bébé dans les bras, donc on avait pris le petit bébé pour le réchauffer, le petit bébé qui disait plus rien, qui avait compris ce qui s'était passé. Et on a fait tout notre possible finalement pour apporter l'aide au maximum qu'on pouvait apporter à cette maman, mais ça a été, en tout cas pour ma part, très 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 difficile. Voilà, donc suite à ça, j'ai développé un stress post-traumatique. Euh, donc un trouble de stress post-traumatique. Il faut savoir, quand on a un trouble de stress post-traumatique, ça vient souvent suite à des images d'accidents, une notion de violence avec la mort. Hein. Donc je ne suis pas un expert du sujet, je ne suis pas un psychologue spécialiste du stress post-traumatique.
je parle juste de ce que j'ai vécu. Et quand ça nous arrive, le problème qu'on a derrière, c'est que les images se réimposent à nous. Ça met un petit peu de temps à revenir, c'est-à-dire que nous, après cette intervention qui nous a tous abasourdis, on s'est mis indisponible quelques heures, on est allé se retrouver à manger un barbecue avec d'autres secouristes, ça nous a fait du bien, on a eu besoin de vider notre sac. Et derrière, on est reparti en intervention, finalement. Bon, on avait tous les chocottes en se disant, pourvu que ce soit pas un truc grave, et heureusement, c'était un petit malaise, rien de bien grave. Tout ça pour dire que le stress post-traumatique, il va s'installer un petit peu dans la durée. Au début, on n'a pas forcément beaucoup de symptômes. On souffre, on ne sait pas trop pourquoi, mais ça va venir dans la durée. Comment, moi, il s'est installé? À mon niveau, il a mis un petit peu de temps. Dans les premiers jours déjà, ça a été des rêves, ça a été des cauchemars, ça a été des images qui se rappelaient à moi, finalement. Donc ces espèces de, enfin ces petits corps, ces corps d'enfants, il n'y a pas d'autre mot, c'est ces petits corps sans vie, qu'on sortait de l'eau, qui sont passés devant moi, qui étaient intubés, ventilés, avec des tuyaux partout. Euh, Ça, c'est ces images qui m'ont traumatisé. Également, la détresse de la maman dans les yeux. Affronter la détresse d'une maman qui vient de perdre son enfant en la regardant dans les yeux, c'est horrible. On voit voilà, on voit toute la détresse de l'âme, toute la tristesse, toute la souffrance. On a l'impression de devoir la souffrance du monde dans les yeux de cette maman qu'il fallait affronter. Donc moi, c'était ce regard-là. Il y a eu plusieurs images qui se sont réimposées à moi, comme ça, petit à petit. Et ça revenait, et ça revenait, et ça revenait, et ça partait pas. Ça partait pas, ça partait pas, ça partait pas. Ça continuait. Sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et ça allait surtout crescendo. Hein. Plus les jours avançaient, plus ça continuait. Voilà, plus c'était difficile, finalement. J'ai pu reprendre quelques gardes, après le 22 juin, donc j'ai repris quelques gardes, finalement. Et malgré ça, ça devenait de plus en plus difficile. Vraiment, vraiment, vraiment difficile, puisque je me mettais à faire des crises d'angoisse, je me mettais à avoir peur de sortir. Et ce qui m'a un petit peu sauvé à ce moment-là, c'était d'avoir un boulot, d'avoir un salaire, d'avoir surtout un boulot à assurer, et donc de devoir me lever le lundi matin pour aller bosser. Hein. Donc c'était très très dur, j'avais très peur, je me mettais à faire des crises d'angoisse un peu partout, n'importe comment. J'avais peur de tout, j'avais peur de la foule, j'avais commencé à avoir peur des transports en commun, peur de l'avion, moi qui d'habitude n'avais absolument pas peur. Voilà, ça fait partie des choses comme ça, où petit à petit on se renferme sur soi-même, où on a une telle souffrance qu'on se renferme sur soi-même. Et le stress post-traumatique s'est véritablement déclaré quand il y a eu la catastrophe de Brittany. Je ne sais pas si vous vous souvenez, donc c'était en 2013, au mois de juillet, je crois que ça devait être le 12 ou le 13 juillet par là. Euh, donc quelques semaines après mon intervention sur les enfants noyés, il y a eu un train qui a déraillé à Bretigny. Un déraillement à Bretigny, et je me souviens que à ce moment-là, un copain secouriste m'a appelé en disant dépêche-toi, prépare ton unif, on va partir, il y a un train qui a déraillé à Bretigny, il faut qu'on y aille. Et donc j'ai allumé ma télé, ce qu'il ne faut surtout pas faire, un BFM TV, et là j'ai vu les images, et je suis resté complètement bloqué, complètement figé, je ne pouvais plus partir, donc j'ai tapé une crise d'angoisse, j'ai eu une espèce de diarrhée fulgurante, je me suis mis à suer à grosses gouttes, vraiment la grosse crise d'angoisse, à avoir des douleurs partout dans le corps, à cause de ça. Et là je me suis dit non, je ne peux pas y aller, je n'avais plus la force d'y aller, je ne pouvais pas, c'était fini. Et donc à ce moment-là a commencé un été très 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 dur, où je me suis renfermé sur moi-même, où c'était très très dur de partir. J'ai fini par aller marcher, faire de la rando tout seul. Euh, donc j'étais célibataire à l'époque, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je parlais pas forcément beaucoup avec mes parents, et ça a été hyper difficile d'avoir personne à qui parler, et surtout de ne pas se sentir compris. Donc si jamais il y en a qui regardent cette vidéo, qui se sentent pas compris, sachez que c'est tout à fait normal. Le stress post-traumatique, tant qu'on l'a pas vécu, on ne peut pas comprendre ce que c'est. Vraiment, c'est un truc qui est horrible. Je ne peux pas qualifier ça de maladie, je ne peux pas qualifier ça de pathologie, peut-être une névrose, enfin je ne sais pas comment appelleraient ça les psychologues. C'est un phénomène qui fait que le cerveau a vécu une trop grosse émotion, et à un moment donné, bah, il n'arrive pas à encaisser il n'arrive pas à encaisser la violence des images qu'il a vues, et donc il tente de retraiter comme il peut, hein, donc il réimpose les images, il réimpose, et, euh, et en fait, il n'y arrive pas, quoi. Il n'y arrive pas, donc il pète un câble. Et aujourd'hui, je comprends avec du recul, en m'étant sorti de ça, je vais vous raconter dans d'autres vidéos
comment je m'en suis sorti. Je comprends que ce genre j'aime pas dire le mot pathologie, mais plutôt de traumatisme, on va appeler ça comme ça, puisse créer des divorces, des maladies, des suicides, tellement c'est horrible. On souffre tellement intérieurement qu'à un moment donné, on en vient vraiment à penser à se foutre en l'air. Voilà, je suis à plus de 15 minutes de vidéo, je vais m'arrêter là et je vais continuer dans une deuxième vidéo, dans une troisième vidéo. Voilà.